Merci beaucoup à tous d'avoir accepté de participer à cette grande première. Nous sommes aujourd'hui à Caen, dans ce bel institut. Laura, si vous pouvez venir avec moi. Je voulais remercier donc Laura Ségard, qui est directrice de cet institut de formation aide-soignant, qui nous accueille et qui va peut-être présenter en quelques mots son établissement. Oui, oui, oui. Dans le micro. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Donc voilà, on est un institut de formation voilà, de tout âge. Donc voilà, ça va de 17 jusqu'à la quarantaine, à peu près. 46. Voilà. Et vous avez accepté de nous recevoir pour discuter, pour échanger, pour croiser les regards sur le métier d'aide-soignant. Donc on a réuni deux aides-soignants qui sont actuellement derrière moi pour échanger avec une infirmière et un sociologue. Ils vont se présenter à l'instant. L'idée, c'est vraiment d'avoir des regards croisés, des échanges de regards croisés sur ces métiers, sur ces parcours. Et vous allez voir, ces parcours sont très variés, très riches. Et le métier d'aide-soignant semble effectivement assez passionnant. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez échanger. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. On est là pour ça. Peu importe ce que vous pensez du métier. Voilà, il faut vraiment libérer la parole. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse tous ensemble expliquer que le métier de soignant, c'est un métier magnifique. Et voilà, on est là pour donner du sens aussi au métier et on compte sur vous pour pouvoir partager votre expérience. Alors, il y aura deux temps. Il y a un temps pendant une petite heure d'échange entre les quatre intervenants qui sont derrière. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec vous, de réaction. Et c'est là qu'on attend vos questions, vos réactions. N'hésitez pas, même si c'est des réactions parfois disruptives. On attend un vrai débat avec vous. Merci beaucoup, on commence. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça va? Vous êtes bien nourris? Voilà. Alors, le risque, une fois qu'on a bien mangé, c'est de dormir. Voilà. Donc, nous, notre enjeu, c'est que les personnes ne s'endorment pas. Voilà, ça fait partie. En plus, on sait que pour la santé, c'est important de rester actif et ainsi de suite. Voilà, donc on va contribuer autour de cela. Vous voyez, c'est donc, Marianne l'a dit, c'est la première fois qu'on fait cette configuration. Donc, vous inaugurez avec nous une nouvelle formule de la Fondation. Et comme la Fondation s'appelle maintenant Aimer, Soigner, elle est totalement centrée sur la question des métiers. Au sens large, les métiers du soin, les métiers du care, les métiers de l'accompagnement, les métiers de la bienveillance, on pourrait dire. Voilà, c'est autour de cela. Et on s'est dit, démarrons par la question des aides-soignants. Parce que finalement, on en parle assez peu, parce que ce n'est pas toujours le métier le plus visible, et qu'en même temps, il est hyper important. On s'interrogeait aussi sur cette question de métier en se disant, on peut rentrer dans un métier très tôt ou plus tard, et on peut en faire plein de choses, comme tout. Il n'y a aucun métier où finalement on reste nécessairement enfermé, on fait pendant 40 ans, 50 ans. Vous savez, avec les réformes de retraite, vous avez peut-être travaillé plutôt jusqu'à 80 ans. Donc voilà, donc tout ça, je rigole. Voilà. Mais donc, il y a des chances que l'on change d'activité, que vous changiez d'activité, et ça fait partie aussi du jeu. Voilà. Donc on s'est dit, c'est important d'aller dans une école pour en parler. Donc on a trouvé une directrice formidable. Je dis, mais oui, je suis partante, je veux, c'est super, et tout ça. Elle qui est intervenue tout à l'heure. Voilà. Et donc, en se disant, encore une fois, c'est aller au contact. Et puis, c'est bien sûr des étudiants, mais c'est aussi des professionnels du secteur. Et ce qu'on essaye dans cette notion de regard croisé, c'est ça aussi. Alors là, vous avez une chance incroyable. Vous avez devant vous 3 personnes qui sont exceptionnelles. Alors, chacun a son parcours. Et on peut aussi avoir des parcours différents. On peut aussi avoir des parcours où on est dans quelque chose de plus banalisé, ça n'a aucune importance. Là, on s'est dit, on va prendre des gens qui montrent un petit peu, d'abord, leur longue activité, pour 2 d'entre eux, autour du métier, et puis ensuite, ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils font, et ainsi de suite. Et puis aussi de montrer qu'il y a le métier,
il y a la formation, et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à côté, en plus, avec. Ça fait aussi partie de la vie. Mais on va démarrer avec notre grand témoin, Madame Valérie Egloff, ici présente. Alors, Valérie Egloff est une jeune femme qui, depuis quelques années, travaille dans le secteur. Alors, on va se dire vous, parce que ça fait partie du jeu. Vous avez démarré comme infirmière. La formation, elle est d'infirmière. Donc on racontera aussi, mais il y a une formation d'infirmière plutôt au départ dans l'hôpital public. Avec, pareil, hein, c'est des métiers où si on a envie, quand on a envie, ça ne veut pas dire pourquoi pas moi, j'ai le droit. Bon, alors, je vais faire un peu ringard, hein, je suis désolé, mais souvent quand on a envie, ça veut dire aussi qu'il faut travailler pour obtenir l'envie. Sinon c'est juste une envie. Mais pourquoi c'est pas moi? Bah c'est pas toi parce que t'as pas bossé, parce que t'es moins bonne qu'une autre ou que sais-je encore. Donc voilà, donc il y a eu aussi l'envie de se former, de progresser, ainsi de suite. Et puis, ce qu'on viendra aussi, c'est le fait qu'en parallèle, souvent il y a eu aussi une activité publique très forte, par exemple, maire adjointe au Havre sur la question justement des gens âgés, conseillère régionale, et aujourd'hui vous présidez le gérontopole de Normandie. Donc là aussi c'est important, on va y revenir, qu'est-ce que c'est qu'un gérontopole, mais là aussi c'est l'ancrage aussi dans ce territoire. Donc c'est aussi un élément extrêmement important. Ce que je propose peut-être, Valérie, c'est en quelques mots nous raconter. On va commencer par la fin. Le gérontopole, qu'est-ce que c'est? Ensuite raconter un petit peu le parcours d'une femme de soins, qui a été aussi une femme de care, qui a été aussi une femme d'action publique. Pas mal quand même, 3 en 1. C'est pas mal, on va remonter l'histoire. Bonjour d'abord à tous et je suis effectivement ravie d'être avec vous et je remercie donc la Fondation Corian d'avoir pris cette initiative qui est une excellente initiative et qui va sûrement se reproduire ailleurs. Alors, Gérontopole de Normandie pour commencer, donc c'est une association qui existe donc depuis maintenant bientôt 6 ans, depuis fin 2017. Un gérontopole, c'est quoi? En fait, c'est un organisme associatif en l'occurrence, pour nous porté par différents partenaires, par exemple la métropole caennaise, donc on est sur le territoire, la CARSAT, la Fondation Filsen, le groupe hospitalier du Havre, puisque moi je suis havraise, je vais vous raconter tout ça. Enfin bref, différents partenaires, 120 adhérents aujourd'hui. Et en fait, on est dans la thématique présente et future, qui est l'adaptation de notre société au vieillissement. Comment on va faire avec aujourd'hui 25% de la population qui a plus de 60 ans, demain 30%, et ça devrait continuer, en tout cas j'espère. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'adaptation de nos logements, de nos façons de nous déplacer, de nos façons de nous alimenter, de nos façons de nous former justement pour travailler auprès de ces personnes, en sachant que la personne âgée d'aujourd'hui n'est pas celle de dans 20 ans et n'est pas celle qu'il y avait il y a 20 ans. Donc là aussi, ça demande une évolution. Et ces structures, les gérontopoles, aujourd'hui, il en existe 9, quasiment 1 par région. Un 10e là, est en cours d'installation dans les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, ces gérontopoles, on est unis, on a créé une union des gérontopoles, et on est aussi aujourd'hui les partenaires avec l'État, avec les ministères, avec les ARS, les agences régionales de santé justement en région, sur toute la politique de l'adaptation de notre société au vieillissement. Par exemple, tout de suite, on travaille sur le plan de prévention des chutes, parce que là aussi, je suppose que déjà, par vos expériences de stage, vous avez vu que la chute, c'est souvent le premier danger, la première cause d'hospitalisation, voire parfois même de décès. Donc, comment faire pour que moins de personnes âgées, et pas que âgées d'ailleurs, mais enfin là, en l'occurrence, il s'agit des personnes âgées, chutent, que ce soit dans leur domicile, sur la voie publique, dans différentes circonstances. Qu'est-ce qui existe en termes d'innovation technique, télésurveillance, plein de choses, on en parlera, mais aussi en termes de formation, de prévention. D'ailleurs, je crois que Monsieur Guérin, parce qu'il faut se dire vous, a oublié de vous dire qu'après on va vous faire du sport, parce que vous avez vu, on est dans la salle pour ça, et que ça passe par ça aussi, la prévention. Voilà. Donc voilà, donc le gérontopole, j'en suis la présidente depuis sa création. En 2017, et parce qu'en 2017, à ce moment-là, j'étais aussi donc conseillère régionale de Normandie sur la question de la silver economy. Donc ça aussi, ça vous parle peut-être. Hein, toute cette économie de la longévité, ce que je vous disais, le fait qu'un quart, bientôt un tiers de la population a plus de 60 ans, c'est pas pour ça qu'on n'a pas envie de continuer à voyager, à bouger, à acheter une voiture, enfin à faire tout ce qu'on fait à 20 ans. Mais on le fait avec des difficultés, et donc plus ou moins. Et donc c'est important aussi que les produits, que l'environnement s'adaptent à la longévité.
l'activité de leurs clients. Donc c'est ça la Silver Economy. Donc j'étais chargée de ça en Normandie. En l'occurrence, on a mis en place des journées qui s'appellent le Silver Day, qui font que tous ceux qui sont entreprises, organismes de formation, établissements recevant des personnes âgées, viennent toujours se rencontrer sur cette thématique-là. À la même époque, j'étais aussi adjoint au maire du Havre sur les questions prévention, santé, personnes âgées. Et ça depuis 1995. Voilà, on a déjà fait un saut dans le passé, là. Et en même temps, quand j'étais élue, donc à l'époque, j'avais 30 ans, vous allez bientôt savoir mon âge, et en 95, j'étais aussi, à ce moment-là, cadre infirmier au groupe hospitalier du Havre depuis déjà 3 ans, dans un service de gastro-entérologie, où j'avais justement une équipe d'aides-soignantes, d'ASH, d'aides-soignantes, d'infirmières. Et voilà, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Avant, j'avais aussi été formatrice en institut de formation de soins infirmiers, où j'avais aussi des étudiants aides-soignants. Et puis encore avant, donc j'avais fait l'école des cadres, et encore avant, j'étais infirmière en néonate, j'étais faisant fonction de cadre en néonate, infirmière en cardio, et j'ai commencé ma carrière comme infirmière en pédiatrie. Et encore avant, en 1983, j'avais 18 ans, vos parents étaient même pas nés, et donc je suis rentrée à l'école d'infirmière. Voilà, à la sortie du bac. Voilà, j'avais fait un bac D à l'époque, ça s'appelait Sciences naturelles et de la vie. Et j'évoquais tout à l'heure avec quelques-uns mon premier souvenir de stage. Et j'ai envie de commencer par ça, parce que je pense que vous avez sûrement vécu peut-être la même chose. Donc voilà, j'avais 18 ans, en 1983, on était des vieux, enfin un vieux jeu, je veux dire. Donc j'avais rarement vu quelqu'un nu. Et premier stage, première année, dans un établissement pour personnes âgées, établissement de philosophie religieuse. J'arrive le matin et donc dans un dortoir où il y avait une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes avec des petits rideaux qui les séparaient. Et puis la bonne sœur, comme on dit, parce que c'était une des religieuses, qui me dit « Bon, bah, tu vas aller faire la toilette de Madame Machin, là. » D'accord, bah, bien sage, j'arrive, on m'a dit il faut faire, je fais. Donc à l'époque, en plus, il n'y avait pas de salle de bain et tout ça, donc vraiment, ça fait vieux truc. Hein. Donc j'allais chercher la bassine, j'allais chercher le gant de toilette, enfin tout ce qu'il faut pour faire une toilette, et puis je me suis retrouvée au pied du lit de la dame qui n'était pas trop réactive déjà. Et donc, bah, comment on fait? Alors j'avais vu sur un mannequin, je ne sais même pas si on avait des mannequins, oui, peut-être quand même sur un mannequin, par où on commence, comment on fait et tout. Et bah vraiment, voilà, déshabiller la personne. Bon, et puis évidemment, elle avait pas 20 ans, quoi, elle avait 80 et quelques années. Le corps n'était pas forcément dans les meilleures conditions. Et puis, bah, voilà, bah, j'ai fait ça un premier matin. Bien sûr, j'en ai fait d'autres après. Et puis le deuxième matin, puis le troisième matin, puis le quatrième matin de stage, bah, toujours pareil. Tu vas aller faire la toilette de Madame Machin. Ouais. Sauf qu'en fait, on ne m'avait pas dit que Madame Machin, elle était décédée dans la nuit. Et en fait, j'ai fait une toilette mortuaire pour la première fois, toute seule, là aussi. Bon, j'arrête, hein, parce que là, vous allez tous pleurer ou partir en courant. Mais c'est ça, voilà, premier contact, moi, avec le métier de soignant. Alors, oui, j'avais 18 ans et j'étais dit, moi, de toute façon, moi, je voulais même faire médecine. Mais bon, j'étais pas assez bonne en maths, donc bref. Donc j'ai fait infirmière, mais en même temps, j'aurais pu effectivement partir en courant. Non, mais ça va pas, quoi, qu'est-ce qu'il me demande et tout. Et puis, bah voilà, alors peut-être que j'étais pas assez consciente de ce qui se passait, mais le pire, c'est qu'à la fin de ce stage, alors ça, vous l'avez sûrement tous fait, les premiers patients qu'on rencontre, on s'y attache. Et c'était un peu avant Noël. Et ben à Noël, je suis allée les voir pour voilà, c'était bon Noël. En plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'établissement était juste en face de l'école d'infirmière, donc c'était pas très compliqué d'y retourner. Mais en fait, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est parce qu'en préparant cette journée, ce souvenir m'est revenu, parce que bon, depuis, j'ai vu d'autres choses. Mais je me dis finalement, ce premier contact qu'on a avec la personne malade, la personne qui a besoin de nous, il est primordial, parce qu'effectivement, ça peut ne pas se passer bien, et finalement, on se dit, mais non, je ne suis pas du tout fait pour ça. Ou au contraire, même si les choses sont difficiles, même si voilà, on se force un peu, il y a l'échange avec la personne, même si elle ne vous parle plus très bien, mais il y a le regard, il y a le sourire, il y a tout ce qui vous dit que finalement, même si voilà, vous avez fait de votre mieux sans être sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait bien, vous avez été un moment important pour elle dans sa journée, dans ce qui lui reste de vie parfois, et ça, bah, ça n'a pas de prix. Et ça, qu'on le fasse aujourd'hui, alors depuis, j'ai fait plein de choses, hein, comme a dit M. Guérin. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans le métier parce que je me suis donné cet engagement, même quand j'ai été élue, même quand j'ai fait plein de choses, je voulais rester dans le soin. Donc en tant qu'infirmière, j'ai continué. Bon, parfois, j'étais qu'à 50%, à 80%. Mais mon dernier poste, j'étais élue, mais j'avais pris un poste de nuit parce que je voulais être voilà, toujours dans le métier. Donc il y a 3 ans maintenant, j'ai quitté l'hôpital
après un poste donc, de cadre de nuit aux urgences. Et aujourd'hui, je suis infirmière libérale remplaçante. Alors tout le monde me dit pourquoi tu fais ça après avoir été cadre, avoir dirigé des équipes. Et ben, je vous avoue qu'aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, et la présidente de l'URPS infirmière là, je lui dis aujourd'hui, je m'éclate. Parce que voilà, je retrouve pourquoi j'ai aimé ce métier. Quand vous allez chez des gens, que vous êtes leur première ou seule visite de la journée souvent, mais cette relation de confiance, alors en plus, moi, je suis remplaçante. Alors des fois, voilà, je vais venir qu'une fois ou deux fois. Je dis, c'est qui celle-là ? mais vous sentez qu'en fait, vous êtes primordial pour eux. Et que la relation de confiance qui va s'établir, même sur 10 minutes, un quart d'heure, eh ben, ça n'a pas de prix. Alors évidemment, des fois, bon, vous avez mal au dos, surtout à mon âge, vous avez mal aux genoux. Mais en même temps, bah, ça vous fait continuer à avancer. Parce que les quelques mots, le sourire, l'anecdote que vous avez racontée, parce que souvent aussi, vous êtes là, bah, vous essayez un peu d'arriver avec le sourire, essayer de les faire rigoler d'un truc. Enfin, voilà, il y a plein de sujets en ce moment pour rigoler. En plus, hein, c'est fou. Donc, il faut en trouver. mais c'est... Voilà, donc je finis ma journée parfois un peu fatiguée et tout, mais en même temps super contente parce que voilà, j'ai l'impression, alors c'est peut-être prétentieux, mais d'avoir été utile, ou en tout cas moi je me suis sentie utile, et puis j'ai vraiment eu un contact, et le lendemain on y retourne, et je pense que vous avez déjà par votre vécu de stage ressenti ces choses-là, avec des fois de se dire oh là là, qu'est-ce qu'on me demande de faire, et puis je suis pas, on m'a pas appris comment je dois faire, mais vous sentez que en dehors de tout ce qui est théorique, il y a toute cette relation humaine, cette relation, ce care, qui ça n'a pas de prix, et même ça fait 40 ans que je fais ce métier, et je vais peut-être le faire encore 20 ans. mais en tout cas, c'est génial. Voilà, donc félicitations à vous déjà d'avoir fait ce choix. C'est pas tous les jours facile, hein. Vous avez vu déjà des choses peut-être qui vous ont interpellé, et vous allez nous en parler, mais dites-vous que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, être utile, être en relation avec des humains. Alors bien sûr, là aussi, hein, innovation, bientôt on va vous mettre des robots partout. Mais non, battez-vous, continuez à toucher les gens, continuez à leur parler, continuez à être avec eux, et laissez pas la technique envahir notre métier. Oui, on peut l'applaudir. Ouais. Merci Valérie, c'est à la fois un parcours, une envie qui reste, et aussi du sens. Et ça... Dans les termes qui ont été utilisés, hein, vous avez entendu le mot relation. Souvent, quand on demande une société, qu'est-ce que c'est être en relation. La différence des êtres humains avec tous les autres, c'est qu'on a besoin d'être en relation avec les autres. On est fait pour ça, on est né pour ça. Alors il y a des gens qui préfèrent être tout seuls dans leur coin, mais globalement, même ceux qui préfèrent être tout seuls dans leur coin, parfois ils sont très contents quand quelqu'un vient. Alors, ça ne veut pas dire aller houspiller en disant « Ah, viens avec tout le monde !» Non, c'est bon. Ça peut être aussi plus doux, mais n'empêche que c'est prendre en compte la personne. Donc cette notion de relation est très forte. Et puis la notion d'utilité, là encore, finalement, je sers à quoi ? C'est souvent une question qu'on peut se poser. Alors parfois, il y a des gens, vous les regardez, vous dites « Mais il sert à quoi, lui ou elle ?» Ça peut arriver. Voilà. Mais normalement, chacun a une utilité sociale. Chacun a une manière d'être avec les autres, y compris d'ailleurs la personne qui est la plus fragile qui soit. On se dit, mais cette pauvre dame, ce pauvre monsieur, mais ça ne sert plus à rien, il n'y a pas d'utilité. Mais parfois, simplement de la regarder et de s'interroger, en voyant sa fragilité, penser à la nôtre, rien que ça, c'est aussi une utilité. Puis de se dire, cette personne-là, elle a une histoire. Hein, souvent, on regarde la personne au moment où elle est. Et si par exemple c'est des gens âgés, vous les voyez au moment où ils sont souvent un peu plus fragiles, un peu plus rabougris. Mais c'est aussi penser à tout ce qu'il y a eu avant. Donc c'est aussi toute une histoire. Et souvent, c'est aussi aller chercher un petit peu l'histoire qu'il y a derrière. Il y a des gens qui adorent raconter, puis ça leur fait un bien fou. Parfois, ils n'ont pas raconté depuis des années, ils n'ont plus parlé, parce que leurs enfants, leurs petits-enfants disent « Oh, ça, grand-mère, tu nous l'as déjà dit 50 fois. » Voilà, mais c'est aussi ça. Donc savoir aussi, sans doute, écouter. Donc tous ces métiers-là, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit avec la Fondation, c'est hyper important, parce qu'on est parmi les secteurs où le... J'ai failli utiliser un terme, mais je le laisse pour plus tard, Jean-François. Mais... ce sentiment, c'est pas qu'un sentiment, cette notion d'utilité, cette force de présence, il n'y a pas tellement de métiers où elle est aussi importante. Et dites-vous aussi que sans tous ces métiers-là, il se passe quoi dans un pays relativement développé comme la France ? À un moment donné, c'est un pays, il y a des technologies, il y a tout ça, mais à un moment donné, on est rattrapé par sa fragilité. Donc s'il n'y a pas des personnes dont le métier est d'accompagner les gens fragiles, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui se retrouvent à disparaître, à mourir, à être malheureux et tout ce qu'on veut. Donc vous voyez combien ces métiers-là, c'est des métiers pas nécessairement les plus visibles, pas nécessairement les mieux payés, pas nécessairement ceux qui sont tout le temps mis en avant, mais en même temps qui sont absolument essentiels pour qu'un pays, pour qu'une nation, pour qu'un territoire puisse fonctionner. Valérie, dans cette longue expérience,
Il y a eu aussi, d'ailleurs, je me souviens que tu étais au jury justement autour des aides-soignantes et des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien sur ce temps de nous dire aussi comment vous avez vu évoluer le métier et je dirais aussi les personnes qui exerçaient ce métier. Oui, alors effectivement, moi, donc je disais que j'ai commencé mes premiers stages en 83. Moi, je me souviens aussi qu'en tant qu'élève infirmière dans les services, en première année, en l'occurrence, on travaillait beaucoup avec les aides-soignantes et que c'était souvent les aides-soignantes qui nous apprenaient la base du métier. Et après, quand on est jeune infirmière ou élève, on veut faire du technique, hein, on veut piquer, on veut faire des prises de sang, mais la première relation humaine, enfin de corps à corps que le patient va avoir, c'est avec l'aide-soignante. C'est là, et souvent quand les gens témoignent sur leur hospitalisation, c'est souvent l'aide-soignante qui a été la plus importante parce que c'est elle effectivement qui va les laver, qui va les aider à se lever, qui va les emmener aux toilettes. Enfin, il y a cette relation que le médecin ne va pas avoir, et l'infirmière de moins en moins. Et donc effectivement, à mon avis, avant d'être infirmière, il faut effectivement bien connaître le métier d'aide-soignante. Alors à mon époque, quand on faisait nos 3 ans d'études infirmières, on pouvait s'arrêter à la première année, qui était l'année homme sain, entre guillemets, pour justement être aide-soignante. Et j'ai quelques collègues, d'ailleurs, enfin amis, qui l'ont fait. Et en fait, cette relation, voilà, je vous dis, même après, l'infirmière avec sa technique, elle ne va pas avoir forcément toujours cette relation de confiance. Enfin, la personne vous confie son corps, hein, vous confie sa vie. Donc ça, c'est effectivement hyper important. Et alors, il y a pu y avoir aussi, avec l'évolution des pratiques et avec l'évolution des textes de loi, certains soins que les aides-soignantes pouvaient faire à une époque ne peuvent plus faire aujourd'hui. Alors, en particulier, c'était en pédiatrie, ça, avec les auxiliaires de puériculture. Mais ce qui est important, c'est alors là aussi, là, c'est plutôt l'ancienne cadre qui va vous parler, mais c'est d'avoir cette notion d'équipe. On n'est pas aide-soignante toute seule, on est aide-soignante dans une équipe avec d'autres collègues aides-soignantes, avec des infirmières, avec les ASH, et on a besoin les uns des autres pour travailler. Et il n'y a pas une plus utile qu'une autre. Hein. Vous parlez d'utilité. L'infirmière sans l'aide-soignante ne va pas faire forcément ce qu'il faut. L'aide-soignante, elle a aussi besoin de l'infirmière par rapport à certains soins plus particuliers, d'hygiène ou autre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a effectivement, ce qui est important, c'est cette notion d'équipe. Et même si les choses évoluent, les techniques, les pratiques, les soins, les médicaments, enfin, il y a beaucoup d'évolutions, mais il y a toujours cette importance d'équipe avec des temps importants qui sont les temps de transmission. Qui malheureusement aujourd'hui se réduisent de plus en plus à quelques minutes. Alors après on transmet sur des ordinateurs et tout ça, mais pouvoir se parler entre collègues, ça c'est hyper important. Il faut qu'on se batte là aussi pour que ça continue à exister. Mais il y a effectivement, alors toutes les aides-soignantes, je ne sais pas quel est votre projet, toutes les aides-soignantes n'ont pas forcément après envie de faire infirmière, parce que là il y en a aussi qui disent mais en fait ton métier j'aime pas parce que tu n'es plus avec le patient. Enfin moi j'entendais des aides-soignantes me dire bah oui mais enfin c'est nous qui sommes avec le patient, l'infirmière elle est dans son bureau, elle est dans son ordinateur et donc j'ai pas envie de faire ça, moi je veux rester avec le patient. Donc il y a vraiment toute cette notion de proximité, et puis les aides-soignants vont en parler mieux que moi parce qu'ils le vivent aussi, mais c'est important de rester dans cette relation directe humaine avec le patient, dans cette relation d'équipe avec le rôle de chacun, et avec chacun il est important quoi. Il y a pas, alors c'est dommage il n'y a pas de médecin là dans la salle pour aussi avoir leur avis, mais moi j'ai travaillé avec des médecins qui voilà, je ne sais pas si ça existe encore, ça serait bien, qui prenaient le temps de prendre le café aussi avec les aides-soignantes pour avoir des nouvelles de la dame de telle chambre, de savoir comment s'est passé la nuit, qu'est-ce qu'il a dit, parce que les aides-soignantes, elles sont riches de plein de témoignages des gens, enfin elles savent des choses que l'infirmière ne va pas savoir, que l'interne qui va passer ne va pas savoir non plus. Donc un médecin qui a vraiment compris l'importance du rôle d'équipe va souvent aussi interroger les aides-soignants pour savoir comment va le patient, quoi. Donc c'est vraiment cette notion d'équipe aussi qui est importante. On est dans un métier qu'on ne fait pas tout seul, et ça c'est vraiment aussi une des richesses de notre métier. Merci beaucoup Valérie. On gardera aussi le terme technique, parce que souvent les techniques ont beaucoup évolué et on peut avoir tendance à se mettre derrière la technique, mais ça ne règle pas tout. Et à un moment donné d'ailleurs, face à des fragilités, il n'y a aucune technique qui marche, ou la technique la plus efficace, c'est la technique du cœur, quoi. Aller vers les personnes, écouter, prendre le temps. Et parfois, c'est tout ce qu'elles demandent, parfois c'est tout ce qui est aussi possible. On ne peut pas réinventer les gens comme ça. Hein. On ne peut pas changer tous les morceaux, puis tiens, on va recommencer. Ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, c'est aussi se dire, la technique, on en a besoin. Les progrès technologiques sont souvent très très utiles. Il n'y a aucun sujet avec tout ça. Mais on n'oublie pas
c'est d'abord des êtres humains, c'est finalement des êtres humains qui aident d'autres êtres humains, des êtres humains qui accompagnent d'autres êtres humains. Et les autres êtres humains qui sont accompagnés, parfois, nous apprennent aussi quelque chose aux premiers qui peut-être se sentent en meilleure forme. Donc il y a aussi cette notion-là. Et donc finalement, dans toutes ces années-là, c'est aussi cette question du rapport à la technique qui a pu évoluer. Alors, on a beaucoup parlé avec Valérie du métier en global, on a beaucoup parlé de ces aides-soignantes et de ces aides-soignants, et bien maintenant on va se tourner, habile transition, vers 2 aides-soignants. Alors, on ne va pas commencer, Nolwenn Degnaud, ici présent, et Julie Gallier, ici présente. On ne va pas commencer par que vous nous racontiez votre vie, parce qu'elle est assez épaisse en plus, c'est ça aussi qui est intéressant. On vous remercie d'abord d'avoir accepté le jeu, mais peut-être justement, tous les deux en première question, finalement, pourquoi vous avez choisi ce job? Et puis, est-ce que dans le choix, est-ce qu'il y a eu aussi, je sais pas moi, une rencontre déterminante? Est-ce que c'est la rencontre d'une personne, d'une femme ou d'un homme qui vous a conduit à aller vers ce métier, ou est-ce que c'est une démarche plus personnelle? Ça peut être évidemment les deux. Mais d'abord, la question toute bête, c'est pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Nolwenn, donc je suis aide-soignant. Et donc moi j'ai choisi ce métier parce que je voulais faire aussi donc, un métier avec des valeurs. Et je pense que c'est un métier où il y a beaucoup de valeurs. Un métier aussi où, où on accompagne des personnes, où ils ont besoin de nous. Donc voilà, c'est un métier intéressant, où il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, donc on en apprend tous les jours, donc c'est très diversifiant, on rentre pas dans une routine, donc moi la personne qui m'a convaincu en fait c'est ma grand-mère qui était infirmière en psychiatrie, et quand je la voyais rentrer ou à table parler de certaines choses qu'elle faisait, pour moi c'était hyper intéressant quoi. Voilà. Bonjour à tous. Donc pour ma part, non, je me dirigeais pas vers le public âgé, je me dirigeais vers les enfants. Et un parcours scolaire qui m'a obligée à rentrer dans une MFR. Donc je suis rentrée pour 2 ans avec de l'alternance, avec des stages. Et j'ai pu, pendant ces stages, découvrir le métier du soin. Ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité du soin. On va parler du soin, du nursing proprement dit, mais la diversité du soin. Et ça, maintenant, depuis 19 ans que je fais ce métier. Le soin, ce n'est pas que le nursing, mais on en parlera après. Et du coup, ce qui m'a aidé à faire un choix et à aimer ce métier, c'est les personnes que j'ai rencontrées, des personnes plus âgées que moi, qui m'ont accompagnée, des personnes comme toi, qui ont su m'apprendre, parce qu'ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de m'accueillir en stage, ils ne m'ont pas laissée toute seule. Et de fil en aiguille, de stage en stage, je me suis dit, si, là je vais donner un peu du sens à ma vie. J'étais pas scolaire, mais là je vais donner du sens à ma vie, et puis et je vais aider les personnes. Et donc je me dirige depuis 20 ans. Merci, donc on voit déjà au départ des regards différents, des raisons différentes, des rencontres différentes, mais c'est ça aussi tout l'intérêt. Mais tous les deux, n'empêche qu'un des mots qui est revenu à chaque fois, c'est enrichi, c'est diversifié, on apprend tous les jours, c'est pas mal, hein. Discutez avec vos proches ou des parents ou des amis de vos parents et tout ça, entendez le nombre de fois où ils disent c'est diversifié, on apprend tous les jours. Ça vous donne déjà beaucoup. Il y en a, on voit l'ennui sur le visage, quoi. En fait, ils s'emmerdent. Voilà. Et donc ceux-là, évidemment, ils ont envie de partir à la retraite très très vite. Mais beaucoup de gens, c'est au contraire, ils font des rencontres, il y a quelque chose qui les touche. Et dans ce cas-là, en effet, la vie est complètement différente. Et c'est aussi des vies que vous avez choisies. On ne vous a pas imposé, vous avez choisi en partant d'éléments différents. Peut-être que les enseignants que vous avez rencontrés quand vous étiez dans les jeunes sections, au collège, tout ça, ont peut-être été parfois un peu catégoriques sur ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. Hein, il y a aussi cette question-là. Et parfois, on rencontre aussi, pareil, des enseignants qui, au contraire, vont vous élever en disant, mais peut-être que tu n'es pas fait pour ça, mais pour ça. Peut-être que ça ne marche pas, mais il y a autre chose qui marche. Est-ce que, dans votre expérience à tous les deux, il y a eu des rencontres comme ça, je ne sais pas, au collège, avant, après, de ce type-là, dans les deux sens d'ailleurs? Oui, parce que oui, moi j'ai connu des professeurs où ils me disaient bah non, tu pourras jamais faire ce métier-là, tu pourras jamais, et où il y en avait d'autres, oui, derrière, bah ils étaient là, non, bah
bats-toi, donc parce que moi j'ai un handicap, je suis dyslexique, donc ça a été compliqué pour moi pendant ma scolarité, et j'ai eu des profs qui se sont battus pour que je puisse avoir des aides, pour que je puisse avoir tout ça. Ou il y en avait d'autres qui étaient complètement à côté et qui ne voulaient pas entendre ce handicap, quoi. Donc, et il n'était pas encore très connu et c'était difficile, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai fait des rencontres et je remercie certains profs qui m'ont poussé à faire ce que je fais maintenant, et je les remercie en fait. Donc moi, pour ma part, c'est plus des maîtres de stage qui ont su pointer mes difficultés ou pointer alors plutôt mes qualités, et qui m'ont accompagné là-dessus, et qui ont pris, comme je le disais tout à l'heure, le temps vraiment de résoudre pas à pas chaque difficulté ou chaque problème que je rencontrais. Et à un moment donné, on le disait tout à l'heure, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, si vraiment je veux faire ça, là, il faut que je le fasse, quoi. Mais par moi-même, donc il faut que je bosse aussi. Donc on bosse, on frappe à des portes, on ouvre des bouquins, on avait Internet quand même à mon époque qui commençait, et puis on apprend plein de choses. Merci beaucoup. Alors, ça nous fait un point commun, la dyslexie. À l'époque, le mot n'existait même pas pour ce qui me concerne. Alors là, vraiment, c'est un truc, c'est plus tard, 20 ans plus tard, vous découvrez, ah ouais, non seulement j'étais chauve, mais en plus dyslexique. Vous voyez le truc, quoi. Je me dis, waouh. Mais en même temps, on est super fiers. Je dis, ah ouais, j'ai enfin un nom. Voilà. Mais vous voyez, mais à chaque fois, des rencontres. Et puis l'autre mot que vous avez quand même utilisé tous les deux, c'est faut bosser, quoi. Ça tombe pas comme ça. C'est aussi, je dis ça comme ça, moi, voilà, mais en passant. Voilà. Et puis c'est les rencontres, c'est parfois les enseignants. Je suis sûr que, y compris à l'IFAS, vous pouvez aussi rencontrer, discuter avec des personnes qui vous donnent plus ou moins envie, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous disent non, mais tout est possible. Tout est possible à condition de. Mais tout n'est pas nécessairement possible. Vous voyez, moi, par exemple, un jour, j'ai compris que je serais jamais champion du monde de basket. Mais c'est pas grave, on peut trouver d'autres choses. Peut-être que vous pouvez pas faire telle ou telle chose, mais vous pouvez faire d'autres choses. Et surtout, cette notion d'être utile. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand même en fin de journée de se dire j'ai servi à quelque chose. Ce que tu disais pour Fermière, quoi, d'un seul coup, elle a eu plein de postes, elle est hyper importante. Puis à un moment donné, mais en fait, aller voir la vieille dame, voir le jeune homme parfois qui est touché par un handicap et tout ça, se dire mais j'ai servi à ça, quoi. C'est quand même pas rien. Alors vous deux, sans rentrer trop long, mais quand même, racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Et puis aussi, après on ira sur le parcours qui n'est pas professionnel. Mais finalement, tout ça s'imbrique. Donc en quelques minutes comme ça, dites-nous, une fois vous êtes formé, qu'est-ce qui se passe ? Donc moi j'ai commencé mes études par un bac pro accompagnement en soins service à la personne. Et donc après il y avait le BEP et le bac. Donc en première on passe le BEP et après il y a le bac en terminale. Et après donc ce bac je suis parti en auxiliaire de vie juste derrière. Et après l'auxiliaire de vie j'en avais un peu marre du domicile, donc je suis allé dans une structure où je faisais faisant fonction aide-soignant. Et après ça j'ai été à l'école d'aide-soignant donc en 2016. Et par la suite, après mon diplôme, je suis rentré dans une maison de retraite où on prodiguait l'humanitude. Alors l'humanitude, qu'est-ce que c'est ? L'humanitude, c'est laisser le choix aux patients. Ça veut dire que le résident, s'il veut déjeuner à 11h, il déjeunera à 11h. S'il veut faire sa toilette l'après-midi, il veut faire sa toilette l'après-midi. D'ailleurs, ça c'est important de le savoir, c'est que même, il n'y a pas l'humanitude, même dans n'importe quelle structure, si un patient refuse, il ne faut pas aller forcer les choses. Il y a le suivi de soins. C'est-à-dire que la toilette peut très bien se faire dans l'après-midi. Et si le patient ne veut pas se laver, il ne veut pas se laver. Chez lui, il serait chez lui, il ne se laverait pas. Donc voilà. Et donc ça m'a appris beaucoup de choses. Et après, j'ai travaillé à Souville, au centre de rééducation à Souville. Et j'ai été muté sur IF il y a 5 ans, où j'ai pu évoluer dans la structure, où j'ai pu passer un diplôme d'hypnothérapeute. Donc maintenant, nous faisons des soins sous hypnose. Et je fais aussi partie de beaucoup de groupes de travail, dans le CLUD, dans l'unité douleur, dans la CIV, donc ça c'est tout ce qui est le comité identito-vigilance. Voilà, je fais beaucoup de choses. Je suis aussi référent vous allez rigoler, mais dans les protections. C'est moi qui commande les protections, qui apprend à mes collègues aussi à comment, si le change il peut durer tel temps, tout ça. Je suis aussi président de la section disciplinaire pour Camille Claudel.
Donc j'ai été nommé fin d'année dernière. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais voilà, faut savoir que tout ça, ça s'est fait aussi, voilà, sur plusieurs années. C'est pas, on devient, voilà, de base, voilà, je suis aide-soignant, je continue à faire mon métier d'aide-soignant, être proche du patient. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il faut savoir, voilà, qu'on peut diversifier les choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi, voilà, faut éviter de rentrer dans une routine parce que, voilà, comme je dis, moi, j'en apprends tous les jours. Et aussi, en allant dans ces comités-là, donc voilà, tout ce qui est la CIV, le CLUD, on comprend mieux maintenant pourquoi notre employeur aussi nous demande ces choses-là, parce que derrière, il peut avoir des conséquences, parce que voilà, et en fait, en allant dans ces trucs-là, on comprend mieux pourquoi voilà, l'employeur il nous demande de faire ça, parce que derrière lui, il y a ça comme conséquence. Voilà. Donc moi, pour ma part, sortie de 3e, j'ai fait un BEPA service aux personnes en MFR, maison familiale et rurale. Et suite à ça, un stage qui s'est très bien passé, la direction a proposé de m'embaucher donc en tant qu'auxiliaire de vie. Et j'avais le choix entre le jour et la nuit, et j'ai décidé de partir sur la nuit. Donc j'ai travaillé 5 ans de nuit. On était 2 sur un établissement de 84 lits. Et du coup, là, c'est tout de suite moins drôle. Tout de suite moins drôle parce qu'on n'a pas l'équipe. On parlait d'équipe tout à l'heure, et on se retrouve à 2. L'équipe, elle est que de 2. Donc il faut vraiment bien s'entendre avec sa collègue, et aussi savoir travailler seul, parce que des fois, on se retrouve seul. Et on rencontre toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la journée, mais là, on est moins nombreux. Et au bout de ces 5 ans, j'ai voulu repasser de jour. Et j'ai fait un choix de rechercher. Je suis arrivée en 2010 sur un établissement de la région caennaise, et en tant qu'auxiliaire de vie toujours. Et depuis 2010, je fais faisant fonction, et j'ai pu valider mes acquis grâce à la VAE. J'ai pu, depuis ces 4 dernières années, accompagner une unité protégée qui accueille des résidents atteints de troubles cognitifs Alzheimer de 28 lits en tant que coordination de vie sociale. Voilà. Ce que je vous disais, on parlait des soins, la diversité des soins. Alors moi, je vais plus vous parler d'EHPAD que Nolwenn va vous parler de clinique, parce que la clinique, je ne connais pas. Et j'en apprends tous les jours en rencontrant justement des professionnels. Mais pour vous parler d'EHPAD, et les soins sont diversifiés. Donc ça peut être, comme on disait, un regard, une approche, une promenade, une lecture, de la cuisine. Tout ça, moi, je considère que c'est du soin au jour d'aujourd'hui avec les différentes pathologies qu'on accompagne et que vous pouvez rencontrer sur vos lieux de stage. Donc depuis 4 ans, cette fonction, et depuis là, les 6 derniers mois, j'accompagne les établissements au national sur les innovations en tant que chef de projet responsable de l'accompagnement et de la formation. Et en parallèle, je suis élue locale de ma commune en tant que conseillère municipale, et je travaille au CCAS, donc les conseils qui accompagnent aussi les personnes âgées dans vos communes. N'hésitez pas à vous diriger vers vos communes pour justement, comme je disais, aller frapper à des portes pour vous renseigner sur tous les métiers du soin qui vous sont accessibles et que vous pouvez proposer. Et j'accompagne, alors ça depuis récemment, des élèves de la MFR. Donc c'est un retour en arrière, parce que 20 ans après, je retourne accompagner des élèves d'où moi je viens. Donc avec des anecdotes et des partages de stages très intéressants. Voilà. Julie, juste dans tout ce que vous avez fait, il y a cette notion de coordinatrice de la vie sociale. J'aimerais bien en quelques mots, vous nous racontiez ce que c'est. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que là, depuis les 2 dernières années, parce que j'ai eu la chance d'accompagner les animateurs de la région Ouest, la coordination de la vie sociale, le mot coordonner, qu'est-ce qui est coordonner, va aller avec le travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on va proposer, on parlait de relations entre les familles, les salariés et les résidents ou les patients qu'on accueille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble ? Et donc, on va coordonner la vie sociale. On ne va pas parler que d'animation. On va parler des soins, forcément. On va parler qu'est-ce qu'on va apporter comme soins. Quel public on va pouvoir inclure dans ces soins. C'est-à-dire une activité, on va pouvoir inclure des parties extérieures qu'on va faire venir. On va pouvoir convier les familles. Et tout ça va être aussi un travail de relation. Quand on accueille un patient ou un résident, on va travailler sur l'ambiance. Qu'est-ce qu'il aimait faire, et adapter notre rythme, nous, de travail à son rythme de vie. Voilà, vraiment la vie sociale
que le patient ou le résident qui est accueilli se retrouve comme à la maison. Donc l'humanitude, on en parlait, mais autour de cette vie sociale, il y a l'humanitude. Le résident va garder les mêmes réflexes qu'il avait, c'est-à-dire s'il veut se lever à 9h, il va se lever à 9h, son petit déjeuner lui sera servi. S'il préfère rester au lit, il restera au lit. Voilà, on va vraiment adapter nos postures et nos compétences à chacun des résidents qu'on accueille. Cette notion de, vous avez entendu, hein, ces mots coordination, ces mots travail en équipe, il y a qu'on travaille aussi avec des gens qui ont des diplômes supplémentaires, qui ont moins de diplômes, des gens qui sont parfois très jeunes ou parfois beaucoup plus avancés en âge. Ça, c'est le mot chic pour dire vieux, hein, avancé en âge, vous voyez, tout de suite. C'est, voilà. Bon, il y a tout ça. Du coup, est-ce que dans vos métiers, dans cette façon de faire, encore une fois, tous les deux, vous l'avez dit, travail en équipe, coordination, est-ce que vous vous êtes sentis reconnus, à la fois, je dirais, professionnellement, c'est-à-dire par l'encadrement, par la direction, par les autres personnels, y compris ceux qui ont des, je sais pas, moi, médecins, ainsi de suite, y compris par des gens peut-être au début beaucoup plus âgés que vous, ou parfois, à l'inverse, plus jeunes, et puis évidemment, on a parlé par les familles, et puis je dirais par les résidents, par les habitants, par les patients eux-mêmes. Cette notion de reconnaissance, comment vous la vivez? Est-ce que vous trouvez que nous, vraiment, on n'est pas reconnus? Ou au contraire, bah, oui, tout à fait à sa juste place? Ou est-ce que ça dépend? Enfin, voilà. Comment ça se passe, cette notion de reconnaissance? Alors, est-ce qu'on a envie d'être reconnu? Pas forcément. On n'a pas envie de voir forcément notre nom ou notre visage partout. Je pense que ça, c'est vraiment à l'identité de chacun. Mais oui, la reconnaissance, on l'a, et je rejoins ce que disait ma collègue, la reconnaissance, on l'a quand on a un résident qui sourit, quand on a une famille qui nous dit merci, parce que là, je retrouve mon parent, elle faisait plus ça avant, elle le fait. La reconnaissance, pour moi, ça, c'est à travers tous ces petits témoignages qu'on peut avoir, qu'on l'a. Est-ce qu'on l'attend en choisissant ce métier? Je pense qu'il ne faut pas l'attendre. Ça, c'est un choix personnel. Je pense que ce métier, il faut vraiment le faire pour... vous avez envie de transmettre, vous avez envie de donner un sens à votre vie, vous avez envie de soigner, vous aimez le social, vous aimez la relation. Ce métier, il est diversifié, allez-y, vous allez vous éclater. Donc, pour ma part, la reconnaissance, je ne l'attendais pas. Voilà, je l'ai eu grâce à des années. Ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis auprès des personnes âgées. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'est pas soignant, puis demain on change de poste. On n'évolue pas en un an. Mais à force de travailler, voilà, je pense qu'on a cette reconnaissance. Et c'est en se regardant un peu, en faisant un peu un retour sur soi-même. Hein. On regarde derrière, puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, est-ce que j'ai envie que les 20 prochaines années soient comme ça? Ouais, j'ai envie. Donc là, j'aurai ma reconnaissance, en tout cas personnelle. Oui, bah moi c'est un peu pareil, hein, la reconnaissance. On fait pas ce métier-là pour être reconnu, quoi. On fait ce métier-là parce que bah on aime donner de soi, on aime communiquer, parce que la communication est très importante dans ce métier. Mais c'est vrai que bon, ça fait toujours du bien d'avoir une reconnaissance de son employeur ou du patient, qui est beaucoup plus important quand voilà. Et la reconnaissance ne pas comment vous dire, c'est pas une parole, ça peut être un geste, un regard. Moi, pour venir, c'est que en dehors de mon travail, donc je fais partie d'une association où on emmène des malades à Lourdes tous les ans. Et ça fait 7 ans maintenant que je fais ce métier-là. Et j'ai une anecdote sur un de mes malades que j'accompagne. Et en fait, c'est un malade qui ne peut plus parler et qui communique qu'avec un livre spécifique pour lui avec des symboles et où en dessous il y a les phrases pour ce que ça veut dire. Et donc il était assez à l'écart et tout. Et du moment où je me suis commencé à m'intéresser à son livre, à m'intéresser à lui, et ben, il s'est ouvert aux autres. Il a commencé à aller plus vers les autres. Et puis, il a eu une reconnaissance à un moment envers moi en me regardant avec un sourire. Et dans le regard, j'ai tout compris, quoi. Il parlait pas, mais le regard a parlé énormément, quoi. Et c'est ça qui, voilà, pour moi, cette reconnaissance est belle, quoi. Voilà. Oui, ça vaut toutes les reconnaissances. Ouais, pour tout à ça, fait. vous voyez, le terme reconnaissance, c'est pas en effet être dans le journal tous les jours, mais c'est se dire ce que je fais est utile pour les autres, ils me le rendent, quoi. Ils me renvoient quelque chose. Valérie, je pourrais vous poser la même question d'ailleurs. Cette notion de reconnaissance avec tous les métiers ou toutes les fonctions que vous avez eues, est-ce que finalement, c'est pas la question du soin où vous avez retrouvé le plus de reconnaissance? Oui, alors après, je suis d'accord avec Julie. Enfin, je sais pas, on fait pas ça non plus, effectivement, pour recevoir des fleurs tous les jours. On
on se les donne nous-mêmes. Mais effectivement, je pense que la reconnaissance, ça passe pas par, ça passe par des petites choses, comme tu dis, un regard, un sourire. Alors après, si j'ai quand même envie de le dire, parce que ça m'a énervé, moi, le fait d'être applaudi à 20h là, pendant quelques semaines, quelques mois. Bon, alors c'était super gentil, sûrement que les gens qui faisaient ça, ils le faisaient aussi parce qu'ils avaient envie de le faire, quoi. Mais ça suffit pas. Enfin, c'est pas, voilà, on n'attend pas que ça. Mais la vraie reconnaissance, effectivement, les aides-soignantes qui passaient la nuit dans une EHPAD avec un sac poubelle pour se protéger du Covid, la reconnaissance, c'était le patient qui les remerciait parce qu'au moins il y avait encore quelqu'un qui rentrait dans la chambre et qui les touchait, qui pouvait encore les toucher parce que plus personne voulait le faire, quoi. Donc voilà, c'est ces choses-là. Alors, donc je vous dis, on fait pas ça pour être reconnu. Moi, il n'y a pas très longtemps, c'était pendant la Coupe du Monde, je travaillais un dimanche là, et je n'arrivais pas à rentrer chez une dame qui avait eu un malaise, et le concierge qui m'a aidé, je lui dis merci et tout, il me dit là c'est pas facile ce que vous faites. Je lui dis ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui il faut mieux être footballeur ou influenceur. Il m'a dit ouais, mais enfin si je suis malade, j'ai pas trop envie d'avoir un footballeur, je préfère avoir une infirmière. Donc je trouvais que c'était assez énorme. Voilà, donc c'est ça, la reconnaissance, ça passe par ces petits trucs là aussi, quoi. Oui, c'était plein de bon sens pour le coup. Plus certains footballeurs, on pense qu'il faudrait mieux pas qu'ils fassent une piqûre. Mais voilà, on va faire attention. Ouais. D'accord. Alors, peut-être là, on l'a dit, il y a plutôt un regard très positif, mais peut-être si on, comme ça, les points positifs, on les voit à peu près, des métiers, mais chut, est-ce qu'il y a des points négatifs ? Oui, bien sûr, on ne va pas se cacher, il y a des points négatifs. Ce qui va avec la reconnaissance. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas assez payé. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Les aides-soignantes ne sont pas assez payées. Et surtout, un point négatif que moi, personnellement, j'ai retenu, mais qu'on voit beaucoup, c'est le physique. Physiquement, c'est un métier difficile. Ouais. Je vois des têtes qui font oui, bah oui. Physiquement, c'est très dur. Parce que nos corps ne sont pas habitués. On commence très jeune. On a 18 ans, 18-20 ans. Et nos corps ne sont pas habitués. On va aller d'un seul coup se taper des journées de 10-12 heures, enchaîner des week-ends ou enchaîner des nuits, et avec de la manipulation et des gestes répétitifs. Donc physiquement, c'est dur. Si je peux me permettre, un petit conseil, là-dessus aussi on travaille, on échange. Beaucoup d'employeurs mettent des choses en place pour entretenir votre physique. Que faire pour éviter d'avoir ces problèmes de dos ? Et par la suite que ça s'aggrave, parce que combien de personnes on nous dit je suis obligée de me reconvertir parce que j'ai des problèmes de dos. Faites du sport, alliez le sport. Un petit conseil, essayez de faire du sport et de faire les bons gestes. N'allez pas trop vite dans vos gestes parce que vous n'allez pas gagner de temps. Par contre, vous allez vous blesser et vous êtes jeune. Donc voilà, prenez soin de votre corps. Je dirais avant de prendre soin du corps de quelqu'un d'autre, parce qu'ils auront besoin de vous demain encore. Et si vous ne pouvez plus, on va être embêtés. Oui, juste à la fois les points, ces questions de points négatifs, il peut être aussi une question qui va avec, c'est vous êtes un garçon, vous êtes un homme, dans un métier qui est quand même plutôt féminin, voire très très féminin. Est-ce que c'est... Alors, sur la question physique, ça peut être parfois un atout, dans certaines situations. Mais globalement, est-ce que c'est pas aussi parfois une complication ou au contraire un atout ? Oui, alors le côté physique pour un homme, c'est sûr, oui, quand il faut manipuler des personnes de 130, 140, on peut même jusqu'à aller 200. C'est déjà arrivé. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mais bon, il faut se dire qu'on a du matériel aussi. Il faut utiliser le matériel. C'est très important. Faut se dire qu'on a toujours le temps de prendre le temps. Ça veut dire que pour le patient, déjà, lui, il va être en sécurité. Et nous aussi, on va se mettre en sécurité. On va pas se faire mal au dos. Voilà, c'est hyper important. Moi, je sais qu'en tant qu'homme, aussi, il y a le côté qui est difficile, c'est de se faire accepter en tant qu'homme aussi auprès d'une patiente. Ça veut dire que d'aller dans une chambre et que la dame nous dit « Ah non, moi je veux pas de vous », mais elle ne fait pas exprès, donc ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est sûr que ça peut être blessant, mais il faut le comprendre du fait que non, vu qu'on est jeune, souvent on est jeune aussi, donc c'est difficile de se faire accepter par des dames qui ont 80, 90 ans, voilà, ils n'ont pas la même expérience de vie que nous, ils n'étaient pas à la même époque, c'était pas le... Voilà, quoi. Donc, et puis, pour eux, ils voyaient que le médecin, le soin, c'est des femmes, en fait. Parce qu'au début, c'était des femmes, c'était que les femmes. Voilà. Donc, ça se développe de plus en plus, quand même, les hommes. Hein.
Et il y a aussi un point, c'est pour tout ce qui est le point négatif, c'est le psychologique aussi. On n'en parle pas aussi, mais il y a le côté psychologique parce qu'il y a des choses, on va voir des choses, comme tu parlais, là, de faire une toilette mortuaire alors qu'on n'est pas prête. Et ben, le but, c'est aussi d'avoir des gens à qui parler. C'est-à-dire que moi, des fois, on passe des journées où ça se passe pas bien et tout. C'est soit aller discuter avec sa collègue, soit rentrer, en parler à sa femme, même si elle veut pas trop entendre. mais ça fait du bien aussi de parler et aussi d'aller se vider la tête. Donc voilà, faut pas rentrer chez soi et voilà se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Faut aussi y a plein de choses à faire du sport, aller au cinéma, aller profiter en fait en dehors. Alors, ceux qui n'ont pas très bien entendu, il y avait aller au cinéma, faire la fête et aussi faire du sport. Non, parce que peut-être que les deux autres éléments ont été mieux entendus. C'est pour ça que je répète le premier. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on trouve sur vous trois, c'est la question d'une manière ou d'une autre, vous êtes aussi des intervenants, des enseignants, vous êtes impliqués dans l'encadrement des plus jeunes et autres. C'est quand même, il n'y a pas de hasard si vous l'avez fait. Et à la fois, ce que vous en retirez, mais aussi la démarche. Parce qu'on ne le fait pas en sortant d'école, par exemple. On ne vient pas tout de suite, il faut quand même avoir de l'expertise et de l'expérience. Mais chacun de votre regard, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à la question précédente. Comme tu disais, utiliser le matériel. Moi, quand j'étais cadre, je me battais parce que les filles ne voulaient pas utiliser l'élève malade. Oh, c'est compliqué, machin. Donc, et oui, prenez le temps de l'utiliser. Et puis aujourd'hui, là, au moins, la technologie est intéressante parce que de plus en plus, vous trouvez des chambres équipées avec des élèves malades. Il y a les exosquelettes qui vont arriver, qui commencent à arriver. Enfin, on va aussi faire en sorte qu'on se fasse moins mal. Donc ça, c'est maintenant. Attendez pas d'avoir mal pour les utiliser. Utilisez-les maintenant. Alors, c'était quoi ta question déjà ? Oui, alors, de toute façon, on est dans un métier du soin, du relationnel, on est dans un métier de transmission. Aujourd'hui, vous avez auprès de vous vos enseignants, les collègues que vous rencontrez en stage, qui vous aident à apprendre. Et puis un jour, ça va être vous qui allez avoir des plus jeunes à côté de vous, à qui vous allez transmettre. Et nous, on est passé par là. Moi aussi, j'ai eu des infirmières qui m'ont encadré, qui m'ont donné envie de continuer. Et puis après, j'ai encadré des gens pour aussi leur donner envie de continuer, leur donner envie de progresser aussi dans le métier. Mais je veux dire, c'est normal. Enfin, on est dans un métier humain, donc forcément, il y a des interactions dans les deux sens. Et puis, nos engagements, que ce soit associatifs, politiques, municipaux, je veux dire, ils sont assez logiques, parce que, en fait, c'est aimer soigner, en fait, c'est aimer les gens. Tout simplement. Quand on fait ce métier-là, ça veut dire qu'on aime les gens, et si on les aime aussi quand on sort de l'hôpital, on les aime dans la rue, on les aime dans nos associations, dans nos familles. Enfin, alors peut-être qu'on est un peu fou parce qu'on a envie tout le temps d'être utile, peut-être. On a peut-être un truc à réparer quelque part, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas juste soignant de 6h à 14h ou de telle heure. On l'est dans la vie de tous les jours et on l'est même quand on est en retraite, parce que moi, je vois des collègues retraités qui sont engagés maintenant dans des associations, qui s'occupent d'enfants, enfin, parce que voilà, c'est comme ça, et tant mieux. C'est ce qui fait aussi qu'on est, à la fois qu'on est utile, qu'on est utile pour nous aussi. Enfin, je veux dire, moi j'ai un âge où maintenant je regarde aussi en arrière, pourquoi on a fait ces choix-là, pourquoi à tel moment on a pris telle orientation. Voilà, on a tous quelque chose aussi qu'on cherche, qu'on trouve par notre métier ou qu'on trouve à côté, mais c'est un métier formidable en tout cas. Et là aussi, moi je recommande plutôt de ne pas rester trop longtemps dans le même service. Il faut tous les 3-4 ans changer, se remettre en question, d'abord parce qu'on apprend, parce qu'effectivement c'est un métier scientifique, mais c'est un métier où les choses évoluent, et donc on ne soigne pas un infarctus aujourd'hui comme on le soignait il y a 15 ans. Donc il faut bouger, il faut aller voir ce qui se passe, et puis à chaque fois on se remet en question, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on peut le faire très longtemps avec autant d'enthousiasme. Merci beaucoup. Le fait que vous trois, donc là, vous deux, dans votre démarche, assez vite, enfin, mais pas tout de suite, encore une fois, mais vous êtes allés aussi vers des métiers, enfin, vers des activités d'enseignement, d'encadrement, de soutien à des plus jeunes, ou d'ailleurs pas nécessairement à des plus jeunes, en tout cas des gens qui rentraient dans ce métier-là. Oui, donc je rejoins, comme vous disiez, pas maintenant. Pas maintenant. Faut savoir aussi tomber et se relever et apprendre avant d'aller proposer, entre guillemets, ces services, parce que dans nos missions qu'on le fait à côté, souvent c'est du bénévolat. Donc vraiment, on ne l'attend pas pour la reconnaissance, on l'attend vraiment pour se nourrir nous-mêmes, que ce soit dans des élus, être locaux et dans nos communes, ou accompagner des élèves comme vous.
on le fait après avoir acquis nous-mêmes une certaine expérience pour être face à vous et vous transmettre des choses. Si on n'a rien à vous transmettre, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si cela vous intéresse, de vous transmettre et d'accompagner, prenez le temps. Prenez le temps d'apprendre sur le terrain, prenez le temps d'apprendre des aînés qui vous accompagnent et qui ont déjà vécu, qui ont de l'expérience. Des bonnes ou des mauvaises expériences, hein, comme disait Valérie. On a tous vécu des mauvaises expériences. On ne vous en parle pas parce qu'on ne veut pas les retenir. Et que, voilà. Mais on a tous vécu de mauvaises expériences. Et on en vivra encore, heureusement. C'est ce qui nous fait rebondir, réfléchir. Et je rebondirai sur ça. Prenez le temps sur vos lieux de stage ou vos lieux professionnels par la suite d'observer. Continuez de vous observer tout le temps et d'observer du coup quand vous sortez de votre lieu professionnel autour de vous, vos proches, vos activités dans le sport. Prenez le temps d'observer les personnes qui vous entourent. Parce que le soin, c'est ça, c'est de faire attention aussi à des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on peut tous avoir besoin à un moment donné de quelqu'un. Oui, bah, comme tu disais, oui, ça se fait pas comme ça de former des élèves. Faut avoir de l'expérience, faut aussi être mature en fait. Et puis moi, j'aime donner mon expérience, j'aime donner ça parce que bah on me l'a fait, donc en retour, je veux que ça soit pareil pour eux. Et ça peut, vous êtes nos futurs collègues aussi. Donc c'est important de former les gens comme nous aussi on travaille en fait comme notre expérience quoi. Et voilà quoi. Il y a pas de. Non, c'est bien, c'est très bien. Alors, je précise à l'équipe technique qu'un moment important va se dérouler. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Je vais vous donner un mot, un terme, et vous allez réagir de la manière dont vous voulez. Attention, je me lève. Alors, je suis obligé de les prévenir parce que je sois assis ou debout, c'est la même taille. Donc voilà. Mais le technicien, il faut que je lui prévienne parce que lui, du coup, il se prépare. Voilà. Donc, je vais vous donner un mot. Jean-François, tu as une idée du mot? Le mot, c'est vocation. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, le choix que vous avez fait, l'école que vous suivez, est-ce que si, je sais pas, des amis, les parents, pire, les amis de vos parents, vous disent, mais pourquoi tu as choisi ce métier? Ou pourquoi tu as choisi ce métier? Est-ce que le mot vocation, vous allez l'utiliser? Bien sûr qu'on va l'utiliser parce que c'est... Enfin, s'il n'y a pas la vocation dans le métier du soin, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Enfin, s'il n'y a pas la vocation, on va pas tenir debout, on va pas tenir longtemps dans ce métier-là. Si la vocation n'est pas là, enfin... là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il faut se remettre en question, il faut peut-être voir une réorientation. Parce que si la vocation n'est pas là, le soin ne peut pas être pertinent, un regard et le cœur ne sera pas là si la vocation n'est pas là. T'as entendu? Alors. Oui, bah pour moi, c'est une vocation depuis que je sors de ma 3e. Je voulais aider les autres. Et j'arrive à 40, enfin je suis à 40 et j'ai toujours envie d'aider les autres, donc j'avance. Voilà. Pour moi, c'est une vocation. Merci beaucoup. Alors, vous trois, le mot vocation, pourquoi on a pris le mot vocation? Parce qu'hier soir, on en discutait et il y avait un débat. Finalement, est-ce que c'est une vocation ou pas? Et est-ce que, au nom de la vocation, on conduit aussi les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas finalement s'ils disaient c'est pas au nom de la vocation? Bref, on s'est dit que c'était un terme qui était intéressant à interroger. Alors, vous trois, il n'est pas impossible que vous ayez des regards différents sur ce terme. Alors je pense que quand j'avais 18 ans, j'aurais dit oui, c'est une vocation, j'ai envie de faire ça. Mais avec mon recul et puis avec ce qu'on voit aussi, ce que je n'aime pas dans le mot vocation, c'est sa connotation un peu religieuse. D'abord, l'histoire du mot, elle vient de là. Et il ne faut pas oublier que nos métiers du soin, avant, c'était des religieuses qui les faisaient. Et le fait de voir cette connotation, ça veut dire en gros, on peut tout leur demander, quoi, parce qu'ils vont toujours dire oui. Donc c'est là que je vois un petit peu aujourd'hui, enfin, c'est un mot qu'on entend encore beaucoup. Hein. J'ai été jury à l'époque où il y avait encore des jurys pour entrer à l'école d'aide-soignante ou d'infirmière, et je me disais ah ouais, j'adore, j'ai toujours voulu faire ça et tout. Je me prenais un peu avec recul, quoi, parce que bien sûr, ce que vous dites, c'est très très bien, je le comprends, mais faites attention de pas, sous prétexte que c'est une vocation, de tout accepter.
Alors si on est en vocation, on n'a pas besoin d'être payé, quoi, en gros, quoi. On est bénévole, les sœurs, autrefois, c'était ça. Hein. On les logeait, on les nourrissait, c'est tout. Donc attention aux limites du mot vocation. C'est un engagement, c'est un métier qui demande un engagement. Ça demande des connaissances. Hein. D'abord, il faut avoir envie de le faire, mais il faut aussi apprendre à le faire. Donc, il y a tout un aspect quand même théorique qu'il faut apprendre, savoir. Mais alors, il faut garder, il faut garder cette flamme qui fait qu'effectivement, on a envie d'être utile. Mais sous ce prétexte-là, il ne faut pas non plus tout accepter, quoi. Regardez, soignant, vous séparez le soi. Et puis vous écrivez niant autrement. Et souvent les soignants, ils se nient eux-mêmes parce que voilà, je vais être utile, j'y vais, j'ai la vocation. Mais il y a un moment, peut-être parce qu'effectivement, moi j'ai un certain âge et j'ai mal au dos, c'est bien, mais il faut pas s'oublier soi. Voilà. Et donc et puis on sera encore mieux si on est bien nous-mêmes, quoi. Si vous êtes cassé de partout, vous allez plus être très utile, quoi. Donc vocation, ok, mais avec un bémol quand même, quoi. Merci beaucoup Valérie. Tous les deux, pareil, cette notion de vocation, comment vous la recevez ? Donc pour ma part, non, c'était pas une vocation, pas du tout. Est-ce que c'est devenu une vocation ? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, dans le mot vocation, il y a cette notion de religion. Est-ce que c'est une passion au jour d'aujourd'hui d'accompagner un certain public ? Oui, je pense que c'est plus une passion, c'est une raison de me lever tous les matins. En tout cas, tous les matins, je me lève et je suis fière et je suis contente de ce que je vais faire. Donc, je partirais plus sur ça qu'une vocation. Oui, moi c'est pareil. J'ai pas fait. Voilà, pour moi c'est pas une vocation. Faut l'avoir en soi en fait. C'est le cœur qui parle en fait. C'est pas le fait de dire moi je me lève tous les matins, je suis content d'aller au boulot, mais c'est vrai, comme tu dis, la vocation, c'est vrai que c'est une connotation un peu religieuse. Une vocation, pour moi, c'est aller à Lourdes. Ça, c'est une vocation. Aller au travail, c'est une passion. C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Pour moi, c'est ça, quoi. Pour moi, la vocation, c'est un gros mot. C'est joli. Alors, bon, ok, on a compris. Les trois, ils veulent pas être bonnes sœurs. D'accord. Ok. Bon. Mais merci parce que en plus les mots que vous avez utilisés étaient très jolis et très forts et très construits. Mais on a bien vu. Alors ok, on va pas dire peut-être vocation. Mais vous savez, vous avez entendu passion. C'est quand même pas rien. Hein. Sens, plaisir de se lever le matin, utilité, travail aussi, difficulté, ainsi de suite. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est le mot flamme aussi. En fait, vous avez le choix, la flemme ou la flamme. Hein, il y a un peu, voilà. Et là, c'est plutôt la flamme. Mais parfois on a la flemme parce qu'on est fatigué, on a un peu moins de flamme. Mais n'empêche que s'il n'y a pas ce petit feu à la fois intérieur et presque extérieur, c'est aussi beaucoup plus difficile. Le plaisir de donner aussi, parce que c'est important aussi de donner à l'autre, parce qu'en retour on reçoit encore plus. C'est-à-dire on va donner, mais en retour on va recevoir encore plus. Que ça soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un geste, et ça c'est ça qui fait que on peut avancer aussi dans la vie et que le métier du soin est énormément diversifié, quoi. Jean-Claude, je te demande d'écouter. Là, Nolwenn a utilisé un terme très fort, il a dit le plaisir de donner. C'est dans la construction, alors je sais que Laura Ségard est encore avec nous, qu'elle s'intéresse beaucoup à la sociologie, dans la construction intellectuelle, dans les grandes théories, il y a un grand monsieur qui est mort depuis longtemps, qui s'appelait Marcel Mauss, et qui avait inventé la notion de don. Enfin, il avait mis en avant le don, comme quoi c'était un élément majeur des modes de vie entre les personnes. Et donc donner, recevoir, rendre. Il disait qu'une société, elle ne marche pas, et un être humain, il ne marche pas s'il n'a pas ça. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Le plaisir de donner, parce que je reçois, alors je ne reçois pas un billet, mais je ne reçois pas d'ailleurs nécessairement même un merci, mais je reçois quelque chose, on avait parlé, le regard, et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi, du coup, on a envie de recommencer, de redonner. Voilà. Donc, Jean-Claude, note que maintenant, il y aura du Marcel Mauss à chaque fois. Voilà. Et c'est un petit jeu comme ça. Voilà. Mais vous voyez, de quelque chose de très banal dont on parle, on arrive aussi à des éléments hyper forts intellectuellement, sociologiquement, de réflexion et tout ça. C'est-à-dire qu'on est aussi, c'est à la fois quelque chose de très quotidien, mais en même temps, ça nous dit aussi plein de choses sur la société ou sur ce qu'on pourrait être ou sur ce qu'on a envie d'être. C'est aussi très très important par rapport à ça. Alors là, on est dans les temps. Et donc, d'ailleurs,
Charlène est prête, vous voyez, elle tient le micro et tout ça. Maintenant, c'est un moment où vous n'avez pas le choix de toute manière, où il faut intervenir, poser des questions, réagir, dire qu'on n'est pas d'accord, ou au contraire dire qu'on est d'accord, ou poser une question à la fois très très concrète ou moins concrète d'ailleurs. Enfin, ce qu'on a envie, c'est le moment, profitez-en. Vous n'aurez pas toujours comme ça ce trio extraordinaire avec vous, donc n'hésitez pas. Oui, alors moi c'était pas pour une question, c'était juste, je me disais pour les élèves, c'est peut-être plus facile si on leur donne un thème en fait pour qu'ils s'orientent sur la suite. Alors c'est vrai quand vous parliez de vocation, je pense que quand les élèves ont répondu, c'était vraiment par rapport à une envie. Je crois que pour le retour, quand j'ai le retour des élèves, souvent ils me disent bah oui, nous on a envie de prendre soin, on a envie finalement de prendre le temps, de prendre soin de l'autre. Et alors c'était ça, c'est ça aussi, surtout le métier et pourquoi ils s'orientent. Alors c'est vrai que pas tous, là ils n'osent pas parce que c'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde. Ils n'osent pas tous effectivement dire qu'ils sont arrivés à l'école, ils ne voulaient pas forcément être soignants, pas tous. Certains, alors j'en ai beaucoup, pas forcément que de cette année, mais certains voulaient rentrer à l'école d'infirmière ou d'infirmier. Ils voulaient aussi, certains pour travailler auprès des enfants. Et puis finalement, une fois qu'ils font les stages, qu'ils découvrent des terrains qu'ils ne connaissent pas, ils découvrent un monde qui les intéresse finalement et c'est comme ça qu'ils poursuivent dans cette voie. Alors c'est vrai que sur les côtés un peu positifs-négatifs, on disait le positif, ils aiment beaucoup la relation individuelle avec les personnes dont ils prennent soin. Ça, c'est un retour général que j'ai de l'ensemble des élèves. C'est qu'ils aiment beaucoup être dans une relation, même s'ils sont timides, eh bien, dès qu'ils rentrent dans la chambre et qu'ils sont avec un patient, eh bien, ils prennent le temps. Et ça, c'est une relation vraiment privilégiée pour eux. Après, des fois, c'est un peu plus compliqué de réussir à prendre la parole devant tout le monde, c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'ils sont très riches et peut-être qu'ils vont oser prendre un peu plus la parole après, je ne sais pas. On verra ça. Je ne sais pas si, Quentin, tu veux nous partager ton expérience. Merci beaucoup, Quentin. Mais encore une fois, on est en amitié. Ouais, je suis en taquicardi, là. Moi j'étais parti du coup tout comme Nolwenn en bac pro à SSP à Saint-Lô. C'était pas un vrai choix entre guillemets de ma part, mais plus poussé par de la famille qui nous voyait bien faire ça. Quand t'as 15 ans, c'est pas ce qu'on veut faire, on nous pousse de mon côté plus vers le métier du soignant. Ensuite, je suis passé par la petite enfance pour découvrir aussi une autre pour diversifier, on va dire, la catégorie d'âge aussi par rapport au métier. Et je me suis retrouvé par la suite esthéticien et thanatopracteur pendant 2 ans, où j'ai pu du coup travailler aussi bien auprès des vivants et différentes catégories d'âge que de personnes décédées et avoir une autre approche aussi, une vision différente de la mort, de l'approche avec les familles, de l'accompagnement. Et ensuite, avec cette expérience-là, j'ai voulu retourner vers le milieu du soin et d'être utile justement aussi auprès des personnes. Et de base, c'était plus pour travailler auprès de personnes malades dans le soin palliatif et pouvoir les accompagner jusqu'au bout et de vivre et non pas de survivre comme on l'entendrait en se disant je suis plus capable de rien, j'ai pas forcément de famille ni d'envie, mais de leur faire profiter en fait du restant de leur vie, mais qu'ils en prennent plaisir et qu'ils voient pas ça comme une je sais pas, je trouve pas le mot. Ouais, comme presque une tragédie, quoi. Merci beaucoup. Alors, c'est sûr que la vocation thanatopracteur doit être relativement rare quand même. Mais bon, on peut se trouver. Voilà. Donc intéressant. Voilà. Vous voyez, des expériences, encore une fois, on voit bien que cette notion d'expérience, elle est absolument majeure. On touche des choses, on fait des stages, on fait des rencontres, et ça nous fait évoluer. Alors, en bien, en mal, en tout ce qu'on voudra.
Donc, il y a peut-être une question à vous poser, c'est globalement, vous êtes généralement plutôt jeunes, et ceux qui sont un peu moins jeunes, ils sont jeunes quand même, et souvent, quand là on a parlé par exemple maison de retraite et tout ça, assez souvent, ces métiers vont vers des gens très âgés. Comment vous qualifieriez, comment vous définiriez cette relation entre vous, plutôt jeune, voire très jeune, et puis le contact avec des personnes souvent âgées, voire très âgées, voire très très âgées. Qu'est-ce que vous en retirez quelque chose? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise avec ça? Ou au contraire, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et est-ce que vous en avez retiré quelque chose? Là, j'ai posé une question. Et nous allons aller, je préviens, nous allons aller vers la personne qui va répondre. Vous voyez, c'est autour de cette notion, vous êtes a priori plutôt jeune. Bah, ça dépend par rapport à quoi? Par rapport à un bébé de 2 mois, vous êtes assez vieille finalement. Mais voilà, par rapport à moi, par exemple, vous êtes plutôt jeune. Voilà. Et donc, le fait d'aller parfois, de vous retrouver au contact avec des personnes âgées, voire très âgées, qu'est-ce que ça vous fait, cet écart d'âge? Est-ce qu'il vous renvoie quelque chose? Est-ce que la personne, quand elle vous voit arriver, elle vous trouve peut-être d'ailleurs trop jeune? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire, est-ce qu'elle est super contente de voir quelqu'un de jeune? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe à la fois dans votre tête et dans la relation avec la personne? Bah après, moi, je vois pour ma part, j'ai toujours eu un blocage au départ avec les personnes âgées. Et en passant le bac pro ASSP, du coup, j'ai pu, on va dire, ne plus avoir peur. Et du coup, passer le cap de vraiment faire les soins sans problème. Maintenant, du coup, je travaille dans un EHPAD aussi. Et après, moi, je trouve que c'est enrichissant, en fait, parce que ils peuvent nous raconter leur vie. Et c'est quelque chose qui est quand même vachement, vachement bien, enfin, je trouve. Je veux dire, on peut apprendre plein de choses de leur vie, voilà. Après, je sais pas trop quoi rajouter. Je veux dire, c'est bien, super. C'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, bravo. Vous voyez qu'il fallait... c'était... Est-ce qu'il y a dans le groupe quelqu'un d'autre qui a envie de réagir par rapport à la même... Lola à côté. Moi, j'ai toujours bien aimé ce lien parce que c'est vrai qu'il nous apporte énormément de choses, énormément de connaissances. Il y en a même qui ont vécu des choses que nous-mêmes, on n'a pas eu connaissance, etc. Genre, par exemple, les guerres et tout ça. Et il y en a qui ont des restants, ils sont arrivés peut-être au moment de la guerre, où quand il y avait encore des parties je sais pas comment dire. Des restes, quoi. Voilà. Autour de ça. Et du coup, ils peuvent nous raconter tout ça. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que nous, on n'a pas pu le vivre, à part dans les histoires, dans les bouquins d'histoire géo au lycée et au collège. Mais on n'a pas de témoignages et je trouve ça très bien. Voilà. Et même, des fois, ils nous prennent comme leurs petits-enfants. Enfin, vu qu'on est jeunes, ils nous apportent tellement de choses, tellement d'amour. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle l'amour parce que, ils nous tiennent la main, ils nous font des sourires, ils nous racontent leur vie, ils nous racontent des blagues. Enfin, comme si vraiment on faisait partie de leur famille et voilà. Super, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Vous voyez? Oui, Owen disait, oui, voilà, c'est une belle définition de l'amour. C'est ça aussi, c'est quelque chose autour de ça. Et on ne rencontre pas ça dans tous les métiers non plus. Vous êtes chef comptable, il y a moins de chances qu'il y ait de l'amour comme ça directement. Vous êtes au guichet de la gare SNCF, c'est moins net qu'il puisse y avoir ce type de choses. Vous avez dit, vous levez le matin, il y a une très belle formule, quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Stendhal. Ça dit quelque chose à quelques-uns? Voilà, c'est un écrivain, qui a marqué quand même son temps. Et il disait le matin, la chasse au bonheur a commencé. Et un peu ce que vous avez dit, c'est ça. C'est le matin, on se lève en se disant, je vais faire quelque chose. Est-ce que vous, alors attention, il y a les profs, tout ça, il y a directrice et autres, mais est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous arrivez à l'école, quand vous arrivez dans vos stages, est-ce qu'il y a aussi ce sentiment de dire, wow, je vais découvrir des choses, je vais faire des rencontres, voilà. Est-ce que vous êtes là-dedans? Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque et vous n'êtes vraiment pas là-dedans? Alors on se retourne et vers qui on va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre déjà? Je veux dire, ça dépend des jours. Il y a des jours où on va se lever, on va se dire c'est bien, on va aller voir notre prof, ils vont nous raconter des anecdotes, ils vont nous enrichir pour plus tard et on va apprendre certaines choses qui vont que nous aider.
Et alors, il y a des jours où on se dit, bon, à part qu'on se lève, à part qu'on se bouge et qu'on travaille, mais c'est toujours, mais c'est comme au boulot. S'il y a des jours où on va pas pouvoir y aller, parce qu'on sait très bien que ça va être une mauvaise journée, ou alors on va aller au boulot et on va savoir qu'il y a eu un tel ou un tel qui est décédé, et alors qu'on était très proche d'eux, inconsciemment ou consciemment. Et bon, forcément, faut rebondir dessus, qui n'est pas toujours simple. Mais après, c'est pareil, ça va toujours dépendre de l'équipe qu'on a, de notre caractère. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez dit un mot très très important, caractère. C'est-à-dire qu'on n'est aussi pas les mêmes. Et que face à la même situation, on ne réagit pas toujours de la même façon. Puis il y a des gens, face même à des choses difficiles, qui se lèvent, quoi. Puis d'autres, même quand ce n'est pas difficile, qui se couchent. Voilà, c'est aussi les personnalités. Mais vous avez évoqué aussi quelque chose de très très important. Je vais me tourner vers vous trois. C'est que quelque chose qu'il y a dans peu de secteurs, c'est aussi la relation à la mort, qui est quand même pas si simple que ça, si évidente que ça. Et je parlais du comptable. Bon, sa relation à la mort est plus éloignée quand même. Voilà. Alors, lui, parfois, il est un peu mort dans sa tête, mais c'est autre chose. Mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas ça. Là, vous êtes sur des métiers, là aussi, souvent très jeunes, où on fait face à ça. Comment vous trois, comment vous avez, je dirais, presque appréhendé, presque, j'allais dire domestiqué, enfin, je trouve pas le bon terme, mais fait avec. Parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Est-ce que finalement, ça n'a pas été un sujet ? Est-ce que ça s'est trouvé comme ça, puis vous avez fait face ? Ou est-ce que ça a été un problème pour vous trois ? Donc moi, si je peux me permettre, et juste avant, ça va se lier, je vais rebondir sur ce qu'a dit mademoiselle, quand elle dit « j'ai passé un cap ». Ouais, vous avez passé un cap, vous allez en passer d'autres, vous allez faire tomber des barrières aussi. N'oublions pas que vous êtes des humains qui soignaient des humains, donc on a le droit à l'erreur. Donc des caps, t'en passeras d'autres avec plus ou moins de difficultés. Ce rapport à la mort, oui, pareil, passer un cap, notre premier mort. Tu racontais Valérie tout à l'heure, notre premier mort, voilà. Donc la mort, c'est pas un sujet tabou. Et en établissement, comme en clinique, comme à domicile, et surtout à domicile, parce qu'on se retrouve souvent seul à domicile, en EHPAD, on est entouré. C'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Parlez-en, vraiment. J'ai envie de dire, c'est une thérapie. N'ayez pas peur d'employer le mot mort, n'ayez pas peur d'en parler, des conditions, comment vous avez fait pour gérer, et surtout pour évacuer après ensuite. Et un jour, vous direz, j'ai passé le cap de la mort. Maintenant, je peux en parler. Donc, pour moi, ça a été ça. Il a fallu que je passe des caps et que je parle beaucoup sur ça. Oui, bah moi, c'est sûr que ma première toilette mortuaire, je l'ai faite, mais j'étais pas encore diplômé de soignant, donc j'étais en faisant fonction dans la maison de retraite, et donc je l'ai fait avec ma collègue, et d'ailleurs, j'ai parlé de ce qu'on a fait, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont choqué. C'est vrai qu'avant, on bouchait les orifices, c'était pas très chouette, quoi. Et après, en discutant, voilà, avec cette collègue, en parlant derrière, et ben, ça permet d'évacuer aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi la communication. Ça veut dire que il faut pas garder ça en soi. Il faut aussi, il y a des équipes, on est en équipe, on est là aussi pour soutenir. Il faut, voilà, c'est très important. Surtout sur la mort, c'est quelque chose qui est très compliqué à parler, mais il faut se dire aussi que ce qu'on va faire à ce patient-là, peut-être que voilà, il va être bien. C'est la suite des choses, quoi. Voilà. Oui, même chose. Enfin, je veux dire, on s'habitue jamais à la mort. Enfin, on sait qu'elle est là. On sait, dès l'instant qu'on est sur Terre, on est tous amenés à mourir. Mais je racontais effectivement ma première expérience à 18 ans de voir une dame très âgée. Il y a des moments où on peut accepter la mort parce que, voilà, on dit c'est la fin d'une vie assez longue. Et puis, il y a aussi notre propre vécu personnel, familial. Il y a un moment où vous-même, vous allez perdre des êtres qui vous sont chers. Et à ce moment-là, ça sera plus difficile encore de voir la mort aussi des patients que vous soignez. Moi, je sais que j'ai commencé en pédiatrie. J'aimais beaucoup travailler en pédiatrie. J'étais en néonate. Mais alors, à l'époque, là aussi, où j'allais après voir les élèves en stage, quand j'ai été maman, je ne supportais plus l'enfant malade. Et parce qu'on fait une projection que ça pourrait être notre bébé, ça pourrait être notre enfant. Et mes dernières expériences là en service de nuit, je trouvais quand un enfant décédait en pédiatrie, c'était le cadre qui devait descendre le berceau, l'enfant à la morgue de l'hôpital. Et j'avoue que c'est quelque chose que je ne supportais pas. Et même de le dire encore, c'est très difficile parce que vous êtes
vous admettez pas qu'un enfant de 3 ans, 5 ans parte, quoi. Mais voilà, et parce que vous dites ça pourrait être mon fils, ou quand vous disiez ça pourrait être mon petit-fils. Hein. Donc on s'habitue jamais. Il faut trouver les mots, il faut pouvoir en parler avec les équipes. Là, c'est important parce que en plus quand vous faisiez ça, souvent vous arriviez, là, les infirmières elles étaient en pleurs aussi dans le service, quoi. Donc on s'habitue jamais. Il faut faire avec. Et puis chaque mort est différente aussi en fonction du contexte, quoi. Mais bah, voilà, ça fait partie des choses peut-être difficiles du métier, mais en même temps à se dire bon bah voilà, le bébé il est parti, mais si je peux avoir un mot, quelque chose avec la maman, le papa, enfin voilà, essayer de encore être utile, encore apporter son savoir de soignant et son savoir d'humain pour essayer d'aider un autre humain, quoi. Mais on s'y habitue jamais quand même, vraiment, quoi. C'est pareil, c'est que si vous vous sentez pas prêt à faire une toilette ou aller voir un mort, il faut pas y aller. C'est pour ça qu'il faut parler en équipe, il faut dire bah là, excuse-moi, est-ce que tu peux aller à ma place, ou voilà, même si ta collègue dans ton service ne peut pas, et ben vous allez voir quelqu'un d'autre de votre service. Et voilà, c'est important aussi de pas aussi aller et se forcer, parce qu'après c'est encore beaucoup plus compliqué. Je crois que c'est un conseil à donner qui est important. Là, on arrive à peu près à la fin. On va terminer là sur un truc sympa, la mort, tout ça. Mais est-ce que, justement, c'est une question que je vous pose, c'est est-ce que... alors, il y a la famille, hein, vous l'aviez dit, votre famille qui dit non, mais toi, t'es fait pour ça, ainsi de suite. Mais vous avez aussi vos amis, gens de votre âge, ainsi de suite. Est-ce que parfois, je sais pas, au bistrot, en boîte, je ne sais où, quand vous dites mais tu fais quoi, toi ? Et vous expliquez votre formation, vos stages, c'est quoi les réactions des autres ? Du coup, moi, je sais que quand j'en parle, à chaque fois, on me dit oh, c'est bien, oh, c'est respectable. Donc, à chaque fois, je fais bah oui, après, c'est un métier de choix. Je veux dire, faut pas le faire si on n'en veut pas, quoi. Vraiment, faut pas le faire si on veut pas, parce que sinon, ça va bloquer et ça sert à rien, quoi. Donc, voilà. Super. Et du coup, les gens sont un peu. Ils vous trouvent un peu barré, ou au contraire, ils sont plutôt admiratifs ? Bah ouais, peut-être admiratif. Hein. Ça se comprend après, parce que c'est pas vraiment... Hein. Mais oui, le truc en temps, les gens me disent oh, je ferais pas ça, moi. Je ferais pas ça. Après, il y en a qui disent aussi... Il y en a beaucoup qui disent en fait, tu fais juste des toilettes, quoi. Je fais mais non, c'est un accompagnement sur la vie en général. Donc voilà, mais après, c'est beaucoup de préjugés aussi. Hein. Donc voilà. Alors, on peut l'applaudir. Et le mot préjugé, il est important. Ouais. Il y en a d'autres dans le groupe qui ont eu un peu ce type d'expérience ou d'échange, ou au contraire complètement différent ? Ou est-ce que vous préférez pas en parler ? Généralement, ça se voit pas. Moi, je sais que pour ma part, on me demande pas. Parce que ça se voit, le contact que j'ai avec certaines personnes, on voit que j'ai un regard sur le soin ou sur la relation. Donc généralement, on va pas plus loin. Mais après, il y a quelques personnes qui demandent, et là, on développe, mais on développe en global. On va pas dans le détail. Sinon, là, ils partent en courant. C'est pas bon. D'accord. Non. Merci beaucoup. La personne derrière vous voulait aussi, Charlène, ouais. Merci. Bah, moi, mon ami, quand je lui explique c'est quoi mon travail d'aide-soignante, enfin, ce qui sera mon travail, il dit moi je pourrais pas faire ça. Ce que tu fais c'est génial. Je pensais pas que c'était tout ça, parce qu'ils se limitent juste, les gens ils se limitent juste à oui les toilettes. Ils voient pas le complet en fait. Et ils savaient, ils sont surpris et c'est un travail que les gens, quand on leur dit, ils pourraient pas le faire en fait. Voilà. Et ils sont admiratifs, de ce qu'on fait. Que c'est un véritable métier et que c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Puis le mot admiratif. Hein. Voilà, c'est ça, il y a peut-être pas de la vocation, mais l'admiration et la fierté, c'est pas mal. Et c'est en effet des formes de reconnaissance. Hein, on est bien là-dedans. Alors justement, on va finir, et si, imaginons que vous soyez dans la même situation, dans une rencontre avec des gens, en boîte ou ailleurs, dans une réunion, dans un train qui marcherait, qui roulerait, enfin voilà, des choses comme ça. Et si la personne, par exemple, se dit, voilà, raconte un peu comment elle est, et comment vous diriez si vous dites, tiens, ces personnes-là pourraient
être intéressé par ce métier, comment vous le raconteriez ou comment vous lui, quels arguments vous mobiliseriez pour expliquer, tiens, tu devrais aller regarder de ce côté-là, ça peut te correspondre, un petit peu comme notre ami tout à l'heure a eu avec sa famille. Mais en même temps, ce que je disais, alors c'est vrai que la première chose quand on explique le métier, c'est le côté relationnel, d'être en relation avec d'autres humains. Donc c'est effectivement déjà, bon, si on sent que c'est quelqu'un qui a un peu de mal à être en relation avec quelqu'un, ça va être difficile. Mais il y a tout cet aspect aussi, c'est un métier qui évolue. Enfin, vous rentrez dans l'art de la médecine et donc ça va tout le temps changer. Ce que vous voyez aujourd'hui, donc quand vous aurez 10 ou 20 ans de plus de métier, ça sera différent. Enfin, moi j'ai souvenir quand j'étais infirmière en cardio, un infarctus, on le laissait coucher pendant 4 jours, on ne bougeait pas, on mettait d'abord assis au bord du lit et tout. Maintenant les infarctus on les lève le jour même quasiment, le lendemain, parce qu'il y a des traitements. Enfin, donc ça va encore changer. Donc là aussi c'est ce côté, les gens qui aiment l'innovation, qui aiment les trucs qui bougent, qui aiment la science, la technique, ils vont s'y retrouver aussi parce qu'on est en permanence dans ça, quoi. Et puis, même, on parlait d'histoire, enfin, les gens qu'on rencontre font effectivement des livres d'histoire vivants. Donc, en plus, ici, vous avez la chance d'avoir encore des gens qui ont connu le débarquement, la guerre. Et effectivement, ils ont encore plein de choses à raconter. Dépêchez-vous de les écouter avant qu'ils disparaissent. Mais ça aussi, c'est effectivement une richesse. Donc on trouve plein de sources d'intérêt, de satisfaction dans le métier, quoi. Effectivement, c'est pas juste faire une toilette, c'est pas juste donner à manger, c'est toute la vie en fait. En fait, on est en permanence avec la vie, donc avec des bonnes et des moins bonnes choses qu'il y a dans la vie, mais en plus ça va tout le temps bouger, quoi. Donc, et puis c'est important en tant que futur soignant d'intégrer cette culture professionnelle aussi, quoi. De pas juste être un soignant comme ça parmi tant d'autres, mais vous rentrez dans la famille des soignants. Donc ça veut dire vous renseigner aussi sur l'histoire de votre métier, l'histoire de l'hôpital, l'histoire des structures. Enfin, voilà, on rentre dans une histoire là aussi, quoi. Donc c'est important aussi de se sentir, voilà, on n'est pas rien au milieu de rien. On est vraiment, on rentre dans une histoire, on rentre dans une culture, on rentre dans une profession. Alors, on va reprendre le mot de vocation, c'est même là au-delà. On rentre vraiment dans quelque chose qui existait avant nous, qui va exister après nous. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un engagement. Moi j'aime mieux le mot engagement maintenant plutôt que le mot vocation. Voilà. Donc je pense que même si au début on y va un petit peu, oh là là, mais il y a forcément un moment où vous allez avoir le déclic et vous dire, effectivement j'ai trouvé ma vocation, en tout cas j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire encore longtemps. Et puis après c'est important d'avoir envie de le transmettre aux autres comme on fait aujourd'hui. En quelques mots tous les deux, pareil. Voilà. Moi, tout simplement, effectivement, quand on a des proches qui se cherchent un peu et qu'on sent qu'ils ont la fibre relationnelle, on le sent, oui, on les aiguille en leur disant dirige-toi vers le soin, tu vas trouver quelque chose qui te correspond, que ce soit du soin auprès des enfants, auprès des personnes âgées, auprès des handicapés, tu vas trouver quelque chose qui te correspond. Donc, j'ai pas d'argument pour leur vendre. Juste, ça sera diversifié et tous les jours ce sera différent, ça c'est sûr. Il y aura des hauts et des bas, tu seras fatigué, tu seras content, mais tu vas t'éclater. Donc voilà, tout simplement. Oui, moi j'ai une histoire un peu. En fait, j'ai un ami à moi, donc il ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire de sa vie. Et en fait, à un repas, il commence à me discuter et il me dit, mais toi, c'est quoi ton métier, quoi, tous les jours? Je dis, c'est la communication, c'est voilà, de donner de soi, et prendre le temps avec les gens et tout ça. Il fait, ah ouais, c'est pas mal. Et maintenant, en discutant longtemps avec lui, en revenant plusieurs fois, et maintenant il est soignant. Donc et c'est pareil, voilà, chez la mère d'un ami à moi que j'ai aidé aussi à faire reconversion professionnelle, qui était instite, et où ça se passait mal, elle rentrait tous les jours en pleurant et tout ça, et mon ami me contacte et me dit, tu veux pas aller discuter avec ma mère parce que je pense que... Je dis, oui, si tu veux, peut-être, je sais pas, je suis pas non plus un magicien, quoi. Et en fait, en discutant avec elle et tout ça, en lui expliquant ce que c'était aussi la formation d'aide-soignant, ce que pouvait aboutir, ce qu'on pouvait faire et tout ça, elle a passé l'école d'aide-soignant et maintenant elle travaille à Siouville en fait en tant qu'aide-soignante. Donc, voilà. Génial.
Super. Bon, on les applaudit tous les trois, hein, quand même. C'était Marianne. Ouais, j'ai été très touchée par ces témoignages. J'espère que vous aussi et que ça vous aura, ça va vous porter, hein, vous les jeunes et les moins jeunes, dans la réflexion sur ces métiers. Je trouve ça très fort, hein, ce moment qu'on a partagé ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir donné de votre personne. Là encore, vous nous avez fait toucher du doigt la richesse de ces métiers, de ces moments que vous vivez avec les patients et avec les résidents. Je vous propose là qu'on arrête là, Serge. Merci encore, Serge, pour cette animation qui nous a permis vraiment de découvrir tout un tas de facettes des métiers, du métier d'aide-soignant. Et on va vous proposer, avec Hélène et Charlène, de faire donc des petites pastilles. On voudrait avoir vos réactions à chaud, 1 minute, hein, c'est très rapide, mais vous allez être sollicité. Ne vous sauvez pas, on a vraiment besoin de ce moment de partage, encore une fois, pour comprendre si ce genre d'échange vous a intéressé et si il faut qu'on continue. Merci pour votre présence aujourd'hui.